dernière question. On parle maintenant de la monnaie. La monnaie étant un moyen de souveraineté, Ouais. par la force des choses. Un État, déjà, bon, Ouattara a été un peu un visionnaire. Quand en 78 et 72 déjà, il est sorti de la zone franc. Le problème du franc et de la zone franc se pose avec acuité maintenant. La dernière sortie qui a fait le buzz, la sortie du Premier ministre, vice-ministre italien, ils disent que voilà, la France colonise encore l'Afrique et qu'il y a 14 pays africains qui sont dans le giron de la France, qui lui bouffent leur argent, que c'est elle qui est responsable de leur décroissance et de leur misère. Et là, et on sait, quelque part, j'ai vu un document qui dit sur les 11 pays africains qui ont un dépôt dans des institutions financières, dans les banques, un gros dépôt, ce sont justement les pays africains qui sont hors zone franc. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous sentez en cela une nouvelle forme de colonialisme, sinon un rétrécissement de la souveraineté de ces États, dont les grandes opérations financières et économiques se passent plutôt, les virements se passent au niveau de Paris, au lieu que ça passe au niveau de la BCAO ou des institutions financières africaines, ou même chez les banques africaines? Oui. Monsieur Ibrahim, vous savez, la monnaie... C'est la dernière question. Oui, le phénomène monétaire, la monnaie, ses mécanismes, ses incidents sur l'économie, son instrumentalisation sont tellement méconnus que n'importe qui peut s'élever et tenir le discours qu'il veut. Qu'il veut. J'ai suivi ces débats sur le CFA et je sais qu'il y a une erreur stratégique qui a été faite par ces pays-là et par la France, c'est d'avoir maintenu la dénomination, l'appellation franc. Colonie française d'Afrique. C'est même pas... On dit aujourd'hui que c'est colonie, mais en fait, ça a été colonie, après c'est devenu communauté. Communauté. Ouais. Mais on dit volontairement, peut-être, colonie. Il a été colonie dans le temps, mais il a une autre. Mais les HIC, là où il y a le problème, c'est qu'on continue à appeler le franc. C'est une erreur monumentale, ce que vous voyez, et incompréhensible qu'une monnaie qui soit spécifiquement africaine continue à être appelée le franc, donc lié. En plus du fait que, ce qui aggrave la chose, c'est que même il n'y a plus de francs. Les Français ont renoncé au franc pour l'euro, et là les Africains continuent à avoir une monnaie qui porte le nom de la France. Cela complexe les gens, c'est quelque chose qui doit être tout à fait corrigé. Mais honnêtement et objectivement, c'est la seule réforme qui est dans l'intérêt ou qui se justifie. La monnaie, elle découle d'un processus de développement économique. Si ces pays-là, de développement économique, de développement culturel, de développement psychologique, de développement... De stabilité il faut que les Africains aient un taux d'alphabétisation beaucoup plus élevé. Il faut que les Africains soient plus patriotes. Il faut que les Africains aient une culture qu'ils produisent. Et c'est en jouant sur tous ces leviers, et s'ils arrivent à faire de grands progrès à ce niveau, il va de soi que le rapport de force va être en leur faveur et ils pourront imposer au monde leur propre monnaie qui continuera à avoir un cours acceptable, ce que vous voyez, et qui pourra être un outil de développement économique. Et ils ont aujourd'hui une aubaine qu'ils n'apprécient pas, ou que ceux qui détraquent le franc, c'est cette stabilité. Et cette possibilité de conversion de devises, de convertibilité, elle va du social. Le Sénégalais malade, ce que vous voyez, ou tout autre pays, personne malade, elle a des moyens, elle peut se rendre directement en France pour se soigner, alors que s'il y avait la monnaie locale, ça suppose qu'il y ait un contrôle d'échange avec la prolifération de ce qui est son corollaire, corruption, marché noir, ainsi de suite. Et ça va être un calvaire pour ces populations qui elles-mêmes
vont travailler contre leur propre monnaie, comme on l'a vécu chez nous. Et on a un exemple très simple, l'analogie. Le Sénégal, le CFA qui est à côté de nous, nous avons créé une monnaie, nous avons tant de richesses, et ainsi de suite. Mais après 20 ans, 30 ans, notre monnaie s'est divisée par 3. Leur monnaie s'est multipliée par 3. C'est-à-dire le pouvoir d'achat de leur monnaie a été multiplié par 3 et le nôtre a été divisé par 3. Pourquoi? Qu'est-ce qui permet ça? C'est le fait d'être adossé à l'euro, d'être adossé au franc. Je pense que la phraséologie révolutionnaire, ce que vous voyez, le patriotisme, tout ça, c'est bon et je suis pour, mais il faut être réaliste en plus. Et si on a des aspects positifs dans un système donné, qui n'est pas un système idéal, et il faut pouvoir les apprécier. Je pense que la bonne politique, maintenant les Italiens, ils le disent, c'est pour des raisons, parce qu'eux, ils sont nationalistes, racistes, xénophobes, ce que vous voyez, et ils sont hostiles aux Africains et ils veulent jeter une pierre dans le jardin des Français et dans les jardins des Africains. Mais honnêtement et objectivement, je considère que le franc CFA constitue un facteur de stabilité et de sûreté pour ces pays en luxe. Rien ne les empêche. Ils n'ont qu'à développer leur production. Sur lequel ils jouent? C'est qu'on n'a pas les moyens de notre politique monétaire. Mais la politique monétaire et la monnaie ne jouent qu'un rôle très accessoire par rapport dans le processus de développement économique. En essayant de développer l'économie grâce à la monnaie, on tombe dans l'inflation. C'est des théories monétaristes. D'autant plus que les auteurs de ces théories, ce sont souvent des gens qui ont fait la banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Ils ont géré le franc CFA et ils ont fait toute leur carrière sous le franc CFA. Maintenant qu'ils sont à la retraite, ils se présentent en révolutionnaires pour combattre le franc CFA. Ce n'est pas, de mon point de vue, très honnête ni très patriotique. D'autant plus que le système est très sensible. La monnaie, c'est quelque chose de très sensible. Et le fait de parler du CFA, ça porte préjudice aux économies africaines. Les intellectuels ou les compétences africaines devraient discuter discrètement à leur niveau de ces problèmes monétaires avant de les mettre sur la place publique. Je suis un ancien de la Banque centrale, je constate parfois des choses, des dysfonctionnements, je ne me permets pas de les mettre sur la place publique. J'ai adressé des lettres au gouverneur de la Banque centrale sur des questions parce que je sais que c'est tout à fait sensible et on ne doit pas les mettre sur la place publique. Tout comme vous, anciens officiers, si vous voyez des problèmes concernant la sécurité de votre pays, vous n'irez pas les mettre sur la place publique. Je pense que là, il y a un besoin de sérieux et de réalisme et de manque d'opportunisme. Merci beaucoup. Je vous remercie de m'avoir donné l'opportunité de parler de cette question. Tout à fait. Qui ne nous concerne qu'indirectement. On arrive le temps s'épuise pour nous. Est-ce que il y a sur votre ouvrage un aspect que je n'ai pas touché, qu'on n'a pas touché ensemble et que vous tienne à cœur pour pouvoir en parler? Sinon, une dernière phrase. Non, je suis agréablement surpris par la pénétration que vous avez fait dans les livres et vous avez vu beaucoup de ces aspects. Qu'est-ce qu'il y a? On a pratiquement tout vu. C'était intéressant de parler des garde-fous. Tout à fait. On n'a pas parlé des garde-fous, on a beaucoup parlé de la création de la monnaie et de la capacité des banques à créer de la monnaie, mais il y a certains garde-fous qui font qu'elles ne peuvent pas créer impunément de la monnaie. Et ça, c'est de nature pour les téléspectateurs de savoir qu'on ne donne pas aux banques ce pouvoir-là et puis elles ont les mains libres de faire ce qu'elles veulent. Parmi ces critères, ces garde-fous, c'est le fait d'abord, ce qu'on a parlé, de limiter les banques. On limite les banques pour que, en les limitant, on limite la création monétaire et on permet plus de contrôle sur ces banques. Il y a comme moyen, c'est le contrôle de la Banque centrale. La Banque centrale contrôle les banques et elles ne peuvent pas faire ce qu'elles veulent. Il y a des ratios qui sont à respecter
des contraintes financières qui sont données. Il y a la formation, et je pense que ça c'est un élément très important, c'est de savoir, parce qu'on parle de la banque et de la monnaie, il y a à savoir que la monnaie et la banque, c'est une entreprise humaine. Et elle se base sur les ressources humaines et qu'il faut faire beaucoup de formation pour les banquiers, pour les agents de banque, pour que ça soit. Si par exemple avec cette prolifération des banques, si le personnel est très qualifié, je vous dirais que ça ne représente rien par rapport à l'économie mauritanienne, parce qu'ils vont avoir des idées, des produits financiers développés, et ainsi de suite. Alors que si le personnel n'est pas de bonne qualité, la banque et la monnaie, c'est une entreprise humaine. Je vous remercie infiniment. Nous arrivons à la fin de cette émission à propos du livre de Mohamed Hassan, le consultant international et président de l'I2RS, l'Institut international pour la recherche d'études de stratégie. Merci beaucoup. Il n'est pas moi non plus. Donc ne manquez pas d'acquérir ces deux livres, celui sur la monnaie et son livre d'avant qui était Démocratie inclusive et bonne gouvernance. Nous sommes face à des élections, il faut bien s'imprégner de ces ouvrages qui sont très très importants à notre sens et que vous l'avez d'ailleurs vu vous-même. Merci Mohamed. Merci. Bonsoir. À la prochaine. De les lire. Inch'Allah. Donc, je vous recommande d'acheter les ouvrages de Mohamed. Merci. À la prochaine. Je remercie l'équipe technique qui a fait derrière la réalisation de cette émission, notamment M. Omar Diop et toute l'équipe qui était technique avec lui, et notamment Abdallah Bilal. Merci beaucoup.